Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast du Dr Kin. Alors aujourd'hui on va parler de récupération, donc je vais en ajouter un petit peu plus sur ce qu'on avait vu dans un podcast précédent où on avait parlé justement de récupération. Donc, je vais aborder encore une fois le sujet de la récupération parce que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui a un impact majeur sur les résultats qu'on peut espérer obtenir suite à l'entraînement. Alors, c'est vraiment, je vais essayer de présenter ça sous un angle différent, donc peut-être allumer certaines lumières là, à différents niveaux pour voir si effectivement il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer au niveau de la récupération puis auxquelles on ne s'attend pas, disons. Alors, le petit discours d'usage, donc si vous appréciez le tout, n'hésitez pas à le faire savoir à l'algorithme Facebook. Donc, cliquez sur le petit piton « Je t'aime », c'est toujours agréable. Ensuite de ça, vous pouvez laisser des commentaires, ça me fait plaisir d'essayer de répondre et d'intégrer ce que vous mentionnez, ce que vous questionnez. Donc, on va essayer d'intégrer le tout là-dedans. Et une petite mention spéciale aussi à la température. Dans mon bureau, malheureusement, je n'ai pas encore l'air climatisé. Ça s'en vient le 14 juillet, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai chaud. Donc, on va faire avec. Également, merci à ceux et celles qui se connectent, soit que vous n'êtes définitivement pas des fans de hockey ou encore que ça vous stresse trop. C'est toujours difficile de faire un podcast simultanément avec un match du Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. Mais merci à ceux et celles qui sont là. S'il y en a qui se déconnectent en disant « Oh, c'est vrai, il y avait un match ce soir, on va aller écouter ça », écoutez, j'espère que le match va répondre à vos attentes. Sur ce, la récupération. Mais la récupération, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà défini un petit peu qu'est-ce que c'était. Il y a un élément qui est important au niveau de la récupération, c'est de bien définir ça. Puis, mea culpa, je l'avais peut-être pas fait suffisamment lors du premier balado sur la récupération, mais la récupération, en réalité, il y a beaucoup de confusion face à qu'est-ce que c'est, on a une mauvaise définition souvent de la récupération sur ce que ça peut être. Alors, dans le fond, la récupération, on peut scinder ça en deux. On peut avoir ce qu'on appelle la récupération qui est en lien avec le processus de récupération et la récupération qui est plus un état. Donc, le processus de récupération, c'est l'ensemble des éléments qui vont permettre à l'organisme de revenir à une certaine homéostasie, donc de rééquilibrer les choses et aussi d'effectuer une réorganisation de ces structures pour être en mesure de s'adapter puis de progresser. Donc, on me dit que le son coupe, l'image ne suit pas ma voix. Désolé si jamais il y a des petits problèmes de connexion. Ça doit être un délai à cause de la température. Alors, j'espère que ça va bien se passer pour le son et l'image pour tout le monde. Peut-être moi qui parle trop vite pour l'image aussi. Donc, comme je disais, la récupération, on a un processus. Donc, c'est l'ensemble des éléments qui vont favoriser le retour à l'homéostasie, qui vont permettre la réorganisation des structures pour s'adapter puis progresser lorsqu'on parle d'entraînement. Il y a également un autre aspect qui est l'état. Donc, l'état de récupération, qu'est-ce que c'est? C'est l'état psychologique et physiologique. Dans le fond, qui est caractérisé à un moment donné et qui va déterminer notre capacité à répondre aux demandes de l'environnement. En bon français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre capacité à gérer un effort, c'est notre capacité à être en mesure de bien exploiter l'ensemble de nos qualités psychologiques et physiologiques pour faire une tâche. Ça veut dire quoi encore plus concrètement? C'est votre capacité à performer au quotidien, à performer dans une discipline sportive, à performer lors d'un événement X. Donc ça, cet état-là, c'est si on a récupéré. Donc c'est deux éléments qui sont distincts. Donc il faut être en mesure de faire la part des choses, puis de voir, il y a le processus de récupération, puis il y a l'état. Donc, est-ce qu'on a récupéré, oui ou non? Au niveau, lorsqu'on va parler de récupération, la plupart du temps, les gens vont faire référence soit au processus, soit à l'état. Et c'est particulier parce que même des fois, on va entendre certaines discussions et les gens vont parler de récupération dans leurs échanges et certaines personnes font référence au processus de récupération alors que d'autres personnes font référence à l'état.
et les deux interlocuteurs pensent qu'ils parlent exactement de la même chose, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est vraiment deux sections, deux éléments différents au niveau de la récupération qui sont interreliés. Et donc, maintenant que la définition s'est mise en place, la récupération, ben, ça sert à quoi? Ça sert à pallier à la fatigue. Donc, on veut s'assurer qu'on va être en mesure d'évacuer la fatigue pour mettre en place les adaptations. Donc, on veut qu'on ait un processus de récupération qui soit optimal pour récupérer, être dans un état de récupération qui nous permette de performer. Donc, cette fatigue-là, on l'a au niveau énergétique, donc un épuisement des réserves énergétiques. Lorsqu'on va parler de récupération, c'est presque tout le temps des interventions nutritionnelles qui visent à renouveler les réserves énergétiques. Donc, ce que j'avais parlé, entre autres, lors de l'autre podcast, un petit peu ça. On disait que ben là, on va donner tant de grammes de glucides pour renouveler les réserves de glycogène, etc., etc. Donc, la fatigue énergétique, l'épuisement des réserves énergétiques, plus spécifiquement les réserves de glycogène, ça peut assez facilement se régler avec des approches nutritionnelles. Ensuite, on va avoir des fatigues qui est associées à du dommage structurel. Donc ça aussi, ça se règle quand même assez bien avec des interventions nutritionnelles et c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps à se régler, mais aussi avec l'approche nutritionnelle, donc un apport en protéines adéquat, etc., on peut arriver à quelque chose de bien. Il y a un autre aspect aussi qui est thermorégulatoire ou hydrique, donc le renouvellement de la quantité d'eau qui est perdue et aussi l'évacuation de la chaleur. Donc la gestion de la chaleur, ça aussi, c'est un élément qui est associé à la fatigue. Ça encore, au niveau nutritionnel, on peut arriver à pallier à ça de façon assez efficace en se réhydratant. L'autre fatigue qu'on va observer, c'est une fatigue nerveuse. Celle-là, au niveau nutritionnel, on a peu ou pas d'impact. Donc, elle est un peu plus difficile, est un peu plus abstraite, cette fatigue-là. Puis, on peut parfois la confondre avec d'autres types de fatigue. Donc, la fatigue du système nerveux, on peut avoir une fatigue vraiment centrale, une fatigue parfois plus périphérique, mais c'est une fatigue qui est assez immédiate, habituellement relativement de courte durée, donc on est en mesure de récupérer assez bien de ça, mais je dis habituellement parce que c'est probablement la fatigue qui est la plus problématique parce qu'on ne peut pas la traiter rapidement, on n'a pas de quantification, on ne peut pas dire prends tant de grammes de tel produit puis tu vas arriver à récupérer. Donc c'est un peu plus difficile que ça. Alors c'est surtout sur ce volet-là de fatigue nerveuse qu'on va jouer aujourd'hui. Donc on va essayer de travailler un peu plus autour de cette fatigue-là, puis comment gérer ça, puis qu'est-ce qui se passe quand on ne récupère pas, principalement à cause de la fatigue nerveuse. Ceci étant dit, donc le processus de récupération, au niveau nutritionnel, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est quand même assez textbook, ça va bien, il y a différentes approches, mais ça se gère quand même assez bien. Sauf qu'au niveau du système nerveux, c'est un peu plus difficile, c'est plus problématique. Premièrement parce qu'on ne l'évalue pas. Donc, on a de la difficulté à quantifier ça, on a de la difficulté à mesurer la fatigue nerveuse. La plupart des gens ne font aucune mesure de ça. J'avais déjà parlé de la variabilité cardiaque, qui est une mesure qui peut faire le travail, qui peut nous donner certaines informations sur l'état de notre système nerveux. Pour en parler un petit peu plus, bien, la variabilité cardiaque, c'est un peu la variation qu'on a entre nos battements. Donc, ça représente un peu l'activité du système nerveux sympathique et parasympathique. Et quand les deux systèmes fonctionnent super bien, on a une grande variabilité cardiaque. Donc, quand on fait une mesure de variabilité cardiaque, plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire qu'on est bien paramétré. Donc, on est en mesure de bien gérer ce qui se passe, on est en mesure de bien récupérer. Il y a une... Pour imaginer ça, je pourrais dire qu'il y a une grande élasticité dans nos capacités à tolérer l'effort et la fatigue. Donc ça va bien. Plus le chiffre diminue, moins ça veut dire qu'on a une grande capacité pour gérer ça. Plus le système est taxé, plus on est proche de nos limites. Donc ça, c'est un bon indicateur qui peut nous donner certaines informations à ce niveau-là. Là où la fatigue nerveuse devient problématique, donc outre la mesure, c'est que
on néglige ou on omet complètement d'évaluer ou d'inclure dans l'équation l'impact du quotidien. Et ça, bon, je travaille avec plusieurs athlètes et c'est quelque chose qui est presque toujours mis de côté. Donc, le quotidien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas considéré. Donc, on prend pour acquis que la récupération va se faire si les besoins nutritionnels sont rencontrés et s'il y a un certain temps qui passe. Donc, après tant de temps, ça va être correct. Si tu t'entraînes lundi, tu as pris tes glucides après ton entraînement, tu as pris tes protéines aussi, tu t'es bien hydraté, parfait, va te coucher, dans 2 jours, tu vas avoir récupéré, puis on repart. Mais ça ne tient pas compte de qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 2 journées-là. C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce qui se passe? Ça devient un élément qui est nébuleux, qui est mystérieux, et ça explique souvent pourquoi 2 athlètes soumis à peu près à un même entraînement, avec un même protocole de récupération au niveau de la nutrition, ils n'auront pas la même tolérance. Il y en a qui vont récupérer, il y en a d'autres qui récupéreront pas. Donc ça va être fonction beaucoup le quotidien. Donc on me dit que ça coupe encore. Désolé, j'espère que l'enregistrement, ça va être en rediffusion de toute façon, j'espère que l'enregistrement va être bien. Moi, de mon côté, tout m'indique que c'est correct, donc désolé encore une fois si ça coupe ou s'il y a des délais au niveau du son et de l'image. Donc, l'activité du quotidien, ça va être super important. Pourquoi? Parce que ça a un gros impact sur le système nerveux. Donc, les activités qu'on va faire dans le courant de la journée, que ce soit le travail, les activités de loisirs, etc., ce sont des choses qui vont affecter soit positivement, soit négativement notre système nerveux. Donc, on peut fractionner ces activités-là en 2 grandes catégories. Donc, on va avoir des activités du quotidien qui sont mobilisantes. Donc, ça veut dire quoi, mobilisantes? Ça veut dire qu'elles vont nécessiter une grande quantité d'énergie et ou une grande quantité d'activité du système nerveux. Donc, ce sont des choses qui vont avoir tendance à générer de la fatigue. Et ça, c'est pas nécessairement une activité très physique. Donc, je pense à une jeune maman qui a à s'occuper d'un enfant. La dépense énergétique est pas super importante associée à ça, mais il va y avoir une grosse charge nerveuse, donc une grosse fatigue nerveuse. Et ça va devenir plus problématique. Donc, à ce moment-là, la récupération au niveau du système nerveux risque d'être beaucoup plus difficile, plus ardue, ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de moins bien tolérer la surcharge au niveau des entraînements. Donc ça, on veut essayer de quantifier ou d'identifier le plus possible les activités dites mobilisantes et on veut essayer d'en avoir le moins possible entre des entraînements qui sont d'une surcharge super importante. Donc si j'ai des gros entraînements, soit que je mets pesant, soit que je cours vite, ou soit que je cours longtemps, soit que je lève beaucoup de charges pendant plusieurs séries, etc., etc., désolé encore une fois si ça bug, là, je vois difficilement ce que je peux faire de plus. Je vais essayer. Je suis vraiment désolé. Assurez-vous que l'enregistrement devrait être disponible, sinon je le referai. Donc, alors, c'est ça. Alors, on va avoir des activités, on va s'assurer que ces activités mobilisantes-là, ces activités qui vont taxer le système nerveux ou qui vont puiser beaucoup dans nos réserves énergétiques, on n'en a pas trop entre des entraînements qui sont extrêmement chargés ou très difficiles. Ensuite de ça, on peut avoir d'autres activités dans notre quotidien qui sont plus récupératrices. Donc, ces activités-là, ce sont des activités qui vont demander une petite dépense énergétique, donc qui ne créeront pas de la fatigue énergétique tant que ça, mais qui vont demander quand même une certaine utilisation de nos réserves énergétiques. Ça va être des activités qui vont nécessiter des contractions musculaires. OK? Donc, les contractions musculaires puis n'ont pas nécessairement besoin d'être vigoureuses, d'être puissantes. C'est juste le fait que les muscles se contractent puis qu'ils bougent. Ça va favoriser la production de certaines molécules qui vont permettre, si on veut, la récupération puis le remodelage musculaire. Alors ça, c'est quelque chose qui va être important d'inclure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis assis à la journée longue devant un ordinateur, puis que je considère que je récupère, j'ai peu de contractions musculaires et ça peut faire en sorte que ça va altérer ma récupération. Alors, donc ça, c'est un élément qui est vraiment, vraiment important
à saisir puis à identifier dans nos journées. Plus on est inactif, plus on est sédentaire entre nos entraînements, bien moins notre potentiel de récupération va être bon. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait une certaine activité, certaines contractions musculaires pour favoriser la récupération. On veut qu'il y ait une petite activité du système nerveux, donc on ne veut pas être comateux toute la journée. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une stimulation, une certaine activité du système nerveux et surtout qu'il y a une bonne synchronisation entre notre système nerveux et notre environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis en train de relaxer, bien, normalement, mon système nerveux sympathique ne devrait pas être extrêmement stimulé. Ça devrait être le parasympathique qui prend le dessus. Si je suis en train de faire une activité stressante, je suis en train de faire une présentation orale, je présente un rapport à mon patron, etc., c'est normal que mon système nerveux sympathique soit activé. Donc, on veut s'assurer que le système nerveux répond adéquatement à la demande au bon moment. Donc, si je fais un travail qui est stressant, bien, c'est correct que je sois un peu stressé. C'est correct que mon système nerveux sympathique soit un peu activé. On veut s'assurer que lorsqu'on parle d'activité récupératrice, bien, que ce ne soit pas une trop grande charge pour le système nerveux, mais on veut qu'il y ait un bon synchronisme. Donc, quand je me repose, je veux que ce soit le système nerveux sympathique, je veux vraiment être relax. Et quand je fais moindrement une activité, bien, je vais être moins relax. Donc, mon système nerveux parasympathique va être moins activé. En quoi c'est important? Bien, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont écouter la télé. Ils vont dire, bien là, je relaxe, j'écoute une série à la télé. Puis, le fait d'être exposé à une stimulation visuelle, sonore, etc., ça peut stimuler le système nerveux sympathique. Donc, on se trouve être dans une situation où on est relax, on est tranquille, mais malheureusement, le système nerveux, il y a comme un asynchronisme, là, c'est qui est stimulé alors qu'il ne devrait pas. Alors, il faut faire attention aussi à ces activités-là. Lorsqu'on est relax, on veut s'assurer d'être relax. Donc, on ne veut pas faire des choses, combiner des choses relaxes et stimulantes, comme l'exposition à un écran et être assis et allongé. Donc là-dessus, là, c'est quand je parlais entre autres de l'effet négatif du temps sédentaire sur la récupération, bien, c'était un petit peu ça. Les autres éléments, moi, je les trouve super intéressants. C'est on veut que nos activités récupératrices, bien, il y ait un volet social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut socialiser. On a remarqué, entre autres, dans des contextes de travail, que les gens qui socialisaient à l'extérieur des heures de travail avaient une meilleure récupération au niveau de leur emploi. Donc, au niveau de la motivation, au niveau des performances à l'emploi, lorsque les employés étaient en mesure de socialiser à l'extérieur, et pas nécessairement avec d'autres employés, là, avec n'importe qui, bien, on observait une meilleure réponse au niveau de la motivation et de la capacité. On remarque ça aussi potentiellement chez les athlètes. Donc, on va voir que lorsqu'on a une certaine capacité à socialiser à l'extérieur des entraînements avec d'autres gens, avec différents cercles sociaux, c'est favorable à une meilleure récupération puis une meilleure motivation. Un autre élément aussi, dans certains cas, lorsqu'on parle d'athlètes qui vont faire beaucoup de compétitions, on veut s'assurer que les activités récupératrices permettent un certain détachement. Donc, je prends l'exemple, quelqu'un qui s'entraîne, un marathonien qui s'entraîne pour une grosse compétition, bien, s'il se dit, bien, je vais aller récupérer, je vais aller faire une petite activité, un petit jogging tranquille, bien, tranquille, ça veut dire quoi? Si je vais faire un petit jogging tranquille, bien, je fais encore de la course. Donc, peut-être que physiquement, ça a une certaine valeur au niveau de la récupération, mais au niveau du système nerveux, au niveau psychologique, bien, ça va être très difficile de se détacher parce qu'on est encore dans l'activité. Donc, ça serait peut-être plus intéressant pour cette personne-là d'aller faire du vélo, d'aller faire de la natation, d'aller se promener dans le bois, des choses qui vont différer dans le fond de sa tâche principale. Donc on veut qu'il y ait une place à un certain détachement, une certaine différence en lien avec l'entraînement ou la discipline qu'on pratique. Et ça, c'est encore plus fancy ce qui s'en vient. On remarque qu'il y a certains effets sur le système nerveux puis sur la récupération lorsque les gens vont pratiquer des activités créatrices ou encore des activités de nature culturelle. Donc ça aussi, c'est un autre élément qui s'inscrit dans le même registre que le social. Donc, on veut vraiment s'assurer d'essayer d'avoir
stimuler le système nerveux différemment. Donc, les activités créatrices, les activités culturelles aussi, ça va stimuler différents endroits du cerveau et on remarque que ça peut être extrêmement favorable pour la récupération et entre autres pour être capable de maintenir la motivation tout au long d'une saison ou d'un long cycle d'entraînement. Un élément qui doit être commun à tout ça et qui est vraiment un élément non négligeable, c'est que ça doit être des activités qui sont désirées. Donc, il y a une motivation intrinsèque importante. Il faut que de sélectionner des activités récupératrices que la personne a un intérêt à faire, qui a un désir de faire, et non pas que ça soit quelque chose d'imposé ou de quelque chose de machinal, parce qu'il y a un gars dans un podcast qui a dit qu'il fallait faire des activités culturelles et créatrices. Moi, la poterie, j'haïs ça, mais je vais me forcer à aller en faire parce que ça va être bon pour moi. Ça ne serait pas la bonne chose. Donc, il faudrait trouver quelque chose qui intéresse la personne, qui va susciter une motivation intrinsèque importante parce que ça semble procurer beaucoup plus de bénéfices au niveau de la récupération que des activités non désirées ou imposées. Donc, ça, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça assez fascinant quand je suis tombé là-dessus parce que c'est vraiment des éléments qu'on va négliger quand on va parler de gens qui s'entraînent, on va parler de fatigue. On va beaucoup se concentrer sur l'entraînement. On va essayer, entre autres, dans les meilleurs scénarios, là, on va essayer d'identifier s'il n'y a pas des activités au quotidien qui sont trop mobilisantes, qui vont générer trop de fatigue en dehors des entraînements. Mais c'est super rare qu'on va vraiment mettre l'emphase ou qu'on va investiguer un petit peu plus les activités récupératrices. Les activités récupératrices, trop souvent, ça va se limiter à est-ce que tu es allé prendre une marche? Est-ce que tu as fait des bains contrastes? Est-ce que tu as pris un sauna? Donc, c'est vraiment des éléments très spécifiques, mais dans le quotidien, au travail, il n'y a rien qu'on va analyser, qu'on va dire, est-ce que c'est possible qu'au travail, on va chercher à placer plus d'activités récupératrices? Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment être pertinent à faire. Donc, investiguer dans les journées, soit qui précèdent les entraînements, soit qui sont entre les entraînements, quelles sont les activités qui ont un haut potentiel de récupération? Puis par activité, on inclut le travail, on inclut les loisirs, on inclut la vie de famille, mais c'est vraiment de voir dans ces activités-là, est-ce qu'on a des activités qui sont récupératrices? Est-ce qu'on a des activités qui sont trop mobilisantes? Puis je vous donne un exemple, une jeune mère de famille qui s'entraîne fort, qui travaille travail difficile qui est très exigeant, entraînement difficile qui sont très exigeants, puis quand elle arrive à s'occuper de ses enfants, ça aussi c'est super exigeant, puis elle n'a pas nécessairement une motivation intrinsèque à faire tout ça. Elle est dans une routine, puis elle se force à faire tout ça parce que elle doit réussir à faire ça. Et je ne juge pas que ce soit correct ou non, mais c'est juste que ça va causer beaucoup plus de fatigue. Donc, ça va être difficile de récupérer parce que là-dedans, il y a très peu ou pas d'activités qui vont être désirées. Ça va être beaucoup d'activités qui sont imposées et ça va être des activités qui vont créer une surcharge assez importante au niveau du système nerveux. Alors ça, puis là-dedans, si on regarde un peu plus en détail, je travaille fort, je m'entraîne fort, puis après ça, il faut que je m'occupe de mes enfants. Parfait, l'aspect social là-dedans va se faire un peu au travail, mais encore là, c'est au travail, c'est un peu plus difficile. Ensuite de ça, à l'entraînement, peut-être qu'on peut socialiser un petit peu si on est dans un groupe, etc., mais peut-être pas. Puis, avec les enfants, on oublie ça, on va socialiser avec les enfants, puis si on reste à la maison ou si on va au parc puis on ne socialise pas avec d'autres parents, ça fait en sorte qu'on a peu de volet social, il y a peu d'aspects créateurs là-dedans, il n'y a pas d'activité vraiment créatrice, à moins qu'on en fasse avec les enfants, même chose au niveau culturel, donc ça vient extrêmement limitant comme potentiel de récupération pour l'ensemble de ces activités-là. Et on va s'étonner après que l'entraînement, ça ne va pas, puis qu'on ne récupère pas, puis qu'on ne progresse pas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si on ne progresse pas, on va se poser des questions au niveau des éléments de récupération classiques. On va se poser des questions au niveau de l'entraînement. Donc, est-ce que mon entraînement est optimal? Est-ce qu'il est correct? Est-ce que mes repos sont corrects ou non?
Ensuite de ça, on va se poser des questions au niveau de la nutrition. Est-ce qu'on mange assez? Est-ce qu'on mange les bonnes choses? Est-ce qu'on mange au bon moment? Mais bien souvent, ça s'arrête là. Des fois, on va aller un petit peu plus loin avec des activités de récupération spécifiques. Tu sais, c'est les bains contrastes, blablabla, blablabla. Mais c'est super rare qu'on va se poser des questions sur le quotidien puis qu'on va chercher à modifier ça. Puis parfois, le problème peut être là. Et il y a des gens qui vont dire, ben moi, je ne suis pas capable de modifier ça, c'est ma vie. Ben, à ce moment-là, il faut comprendre que tant que ça va être là, on ne pourra pas le contourner. Là. On peut réussir à patcher un peu, mais on n'arrivera pas à contourner ça, ça va rester là. Je donne par exemple quelqu'un qui dit, moi, j'aime pas ça, travailler avec des poids libres, ça me fait peur. Puis, je vais faire une compétition de CrossFit où il y a du squat puis il y a du deadlift. On peut faire du leg press, on peut en faire indéfiniment, mais arrivé à la compétition, il va falloir que tu fasses du squat puis du deadlift. Alors, on n'aura pas le choix de l'incorporer. Fait que si tu ne veux pas l'incorporer, tu ne pourras pas faire ta compétition parce que ce n'est pas une compétition de leg press. Alors, c'est un peu la même chose. Si dans ton quotidien, on n'est pas capable de modifier certains éléments, ce n'est pas de tout changer, c'est juste de modifier certains éléments clés ou des petits éléments qui peuvent faire en sorte que là, ça permet suffisamment de récupération au niveau du système nerveux pour être capable de tolérer l'entraînement puis progresser. Donc ça, c'est des éléments qui vont être vraiment, vraiment importants, là. Donc, s'assurer que